Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Bonjour Loïc. Bonjour Magali. Alors Loïc, aujourd'hui je vous reçois. Vous avez un parcours de DRH de longues années, donc beaucoup d'expérience. Et un parcours sur un secteur que moi je connais très peu puisque je suis plutôt du secteur des services qui est dans le secteur minier. Et puis une deuxième caractéristique qui est une grande partie de votre parcours en Afrique. Là aussi, moi, un continent que je connais très peu. C'est aussi ce qui m'a attiré dans l'idée de vous inviter dans ce podcast. C'est pour moi des choses que je connais très peu et sur lesquelles j'aimerais bien qu'on échange et pour savoir s'il y a des différences. Quand on est DRH dans un secteur qui est un secteur industriel, quand on est DRH sur un continent qui est différent de l'Europe, et quand on rentre en France, est-ce que on considère que il y a des différences ou il n'y a pas des différences? Et donc j'aurais une première question pour vous, c'est qu'est-ce qui caractérise pour vous la fonction de DRH dans les conditions dans lesquelles vous l'avez exercé? Sur quoi vous avez dû vous appuyer pour votre parcours? Je pense que les points forts nécessaires, c'est l'adaptation. Déjà, surtout dans le secteur minier, de pas arriver avec des a priori et surtout observer en fait le fonctionnement et les motivations des uns et des autres. D'accord. Vous avez exercé combien de temps en fait dans le secteur minier? J'ai exercé 6 ans. D'accord. Dans un environnement sécuritaire très difficile et économique avec peu de visibilité. Et finalement, alors ce podcast est un podcast qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui crée du stress chez les salariés et également à tout ce qui peut les aider à gérer leur stress. Est-ce que votre pratique en Afrique, vous avez constaté que les salariés étaient stressés? Si oui, de quelle façon? Comment ça se manifeste? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en tant que DRH, en fait, comment vous avez trouvé les salariés dont vous vous occupiez? Alors, je pense qu'en Afrique, globalement, il y a une très grande résilience. Une résilience qu'on peut dire peut-être une résilience à l'africaine. Moi, j'ai évolué ces dernières années au Congo, à la RDC, dans l'est du Congo, donc dans une région où il y a des problèmes de sécurité très forts et où la question, en fait, peut-être de l'avenir et de la projection est souvent limitée. Je pense qu'on est beaucoup dans le moment présent et de pouvoir traiter en fait, j'allais dire les urgences ou en tout cas le quotidien, que ce soit pour l'entreprise comme pour les salariés. Même s'il y a un plan avec une vision, effectivement. Et la protection sociale de l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour les salariés, elle était comment comparée à celle qu'on peut proposer en France? Alors, il y avait la sécurité sociale, une assurance sociale comme on peut retrouver en France avec des mutuelles, souvent avec des niveaux de prise en charge qui sont assez faibles. Donc c'est vrai qu'il y a une contribution aussi, j'allais dire communautaire, qui peut se faire au-delà de ça. Il y a des prises en charge d'hospitalisation, des prises en charge en fait, j'allais dire pour des maladies traditionnelles, communes. Maintenant, il peut y avoir effectivement des compléments selon le temps d'hospitalisation ou le temps de traitement. Et qui est financé par l'employeur? Qui est financé à 100% par l'employeur. D'accord, qui est financé à 100% par l'employeur. Et finalement, alors si je reviens à votre réponse de tout à l'heure, ce que j'entends, c'est d'être plus dans l'instant présent. Est-ce que ça veut dire que, alors si je prends un exemple très extrême, est-ce que ça veut dire que dans l'exercice de fonction de DRH, vous avez trouvé vos salariés
au Congo, moins stressés que les Parisiens dans le RER. Oui, c'est un paradoxe en fait très surprenant. C'est-à-dire qu'il y a un certain flot de la vie. Il y a toujours en fait une notion de vie et de se focaliser peut-être sur le positif, sur ce que l'on a, parce que je pense que si on devait lister l'ensemble des éléments négatifs, la liste serait vraiment longue. Donc je pense que les gens ont vraiment une tendance à se focaliser sur le positif, en tout cas en dominant. Parce qu'en France, en Europe aujourd'hui, on parle beaucoup de souffrance au travail, on parle beaucoup de l'augmentation de l'absentéisme, de l'augmentation des burn-out, de tout ce qui va être une forme d'épuisement au travail. Vous n'avez pas constaté la même chose en fait dans vos fonctions en Afrique? Non. L'épuisement au travail, non. Alors je pense que déjà alors je sais pas trop comment le dire, mais le sens du travail en fait peut-être ça peut être pris comme une souffrance. Déjà, je pense étymologiquement. Le travail c'est déjà pris comme plutôt une bénédiction en Afrique. Donc le travail est rare. Quelqu'un qui a un emploi déjà c'est quelque chose de très positif. Alors en plus, un emploi qui correspond en fait à ce qu'il a étudié ou qui correspond à ses aspirations, c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Finalement, quand je vous entends et quand vous dites avoir un travail qui correspond à ses aptitudes, c'est déjà vu comme quelque chose de bon. La question que je me pose, c'est est-ce que en France, le fait d'avoir un travail, alors même qu'on peut avoir aussi un taux de chômage important, mais le fait d'avoir un travail est considéré comme normal. Et donc, pour le coup, l'exigence qu'on peut avoir vis-à-vis de son travail ou le fait de pointer ce qui ne va pas dans son travail est plus fort parce que on trouve déjà ça plus logique d'avoir un boulot. Ouais, je pense. Si je peux faire un parallèle, par exemple, avec la pyramide de Maslow, en prenant la base de la pyramide, en fait, les besoins physiologiques. Je pense qu'en France, par exemple, ou en Europe, les besoins physiologiques, c'est quelque chose dont on n'a même plus forcément conscience, puisque c'est quelque chose qui est déjà acquis, alors que en Afrique, par exemple, c'est au général, pour la majorité de la population, c'est déjà un élément en fait de base qui est important. Donc le fait d'avoir un travail en France, mis à part le chômage, je dis bon, c'est quelque chose qui est un dû quelque part. C'est normal. C'est quelque chose qui est normal. Voilà. Et du coup, les attentes en fait, je pense vis-à-vis du travail sont différentes. Ça peut jouer peut-être aussi sur de l'implication, toute chose relative. Il y a peut-être aussi une forme de reconnaissance sur le fait de pouvoir donner un travail en Afrique, et donc du coup peut-être d'être dans une recherche aussi non seulement de projection mais de rétribution, pas dans le sens contractuel mais dans le sens d'échange avec une certaine reconnaissance. Ouais, non, mais j'entends en même temps que je vous écoutais, c'est le mot que je formulais dans ma tête et qui est pas forcément facile à poser. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est l'amélioration des droits des individus et des salariés en France, l'augmentation de la richesse sur les 60 dernières années, le passage au plein emploi des 30 glorieuses, toute cette histoire-là en France a fait que le travail est devenu quelque chose de normal. Quand on se présente, souvent on se présente en disant je suis, je fais, et on fait référence à son activité professionnelle. Et ça permet aussi, ça nous permet aussi d'avoir des attentes par rapport à ce travail, d'avoir des exigences par rapport à ce travail. Et ce que j'entends dans votre expérience, c'est que il y a des parties du monde où avoir un travail c'est déjà bien. Et donc ça crée un niveau d'attente différent. Et une satisfaction des besoins qui est pas au même niveau, et je trouve que c'est intéressant de l'avoir en tête sans en tirer aucune conclusion ni dans un sens ni dans l'autre, mais de se rappeler ça finalement, c'est que en France on peut être exigeant vis-à-vis de son travail aussi parce que avoir un travail est plutôt une norme qu'une exception ou quelque chose de particulier.
de particulier où ça peut faire référence aussi à une identité, comme vous le disiez, que la notion du travail, en fait, dans d'autres pays du monde, n'a pas forcément de lien avec l'identité. Oui, l'identité peut être déjà une identité avec un sentiment d'appartenance communautaire, plutôt que effectivement se présenter en disant je suis DRH ou je suis ingénieur dans tel élément. Notion qui arrive assez rapidement en fait quand on se présente par exemple en Europe, et qui est moins le cas, je pense, en Afrique. Ça va être plutôt une présentation sur l'individu en lui-même plutôt que sur sa fonction ou sur ce qu'il représente dans la société. Alors, est-ce que ça voudrait dire que finalement, le travail aussi a en France une place plus centrale et donc plus envahissante également ? Je pense que le panel par rapport au travail est beaucoup plus élargi. On a des besoins, en fait, peut-être de satisfaction par rapport au travail qui est plus fort. Une personne qui a un poste, en fait, en Afrique, alors toute proportion gardée, hein. Non, mais ce que je trouve intéressant, Loïc, dans ce que vous dites, c'est que en Afrique, la notion de communauté est plus forte. Donc, il y a aussi une appartenance à la communauté. Et on voit bien qu'en France, beaucoup de sociologues et de chefs d'entreprise pointent du doigt la montée de l'individualisme, en fait. Donc, en fait, je suis un individu à part entière, j'ai des besoins qui doivent être satisfaits, parfois même au détriment de la collectivité. Hein. Vous avez des DRH ou des employeurs qui disent que ça devient compliqué d'avoir une vision collective et que les gens sont plutôt parfois sur leur intérêt personnel. Et donc, ce qui m'amène à me demander si est-ce que la prééminence d'une vision aussi de communauté en Afrique fait que les priorités sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ce qui peut nous rendre malheureux, c'est aussi ce qui est très important et très prioritaire pour nous. Et donc, possiblement en France, le travail, alors que possiblement en Afrique, c'est la notion d'une famille, d'une communauté et d'une intégration dans une communauté plus que d'être représenté par le travail qu'on fait. Est-ce que on pourrait dire ça? C'est que finalement, pour nous, en France, le travail est un élément très important de qui on est et il y a plus de notion ou moins de notion de communauté auquel on appartient. Ouais, je pense que c'est un élément très important en fait en France pour ce que l'on est, et en Afrique ça va peut-être être un élément très important pour ce que l'on peut apporter en fait à la communauté. Ouais, donc on n'est pas forcément sur une notion d'identité, mais sur une notion de rôle ou de contribution en fait à la communauté. Non, mais c'est hyper intéressant, ce qui veut dire que ce qui veut dire que je me pose la question de comment je contribue, là où en France possiblement la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que m'apporte mon travail? Et ce qui n'est pas du tout la même question. C'est-à-dire, dans un cas, c'est comment je contribue à ma communauté, entre autres par mon travail. Et dans l'autre cas, comme vous l'avez dit, et heureusement, hein, c'est un énorme progrès, mes besoins physiologiques sont satisfaits. Et donc, quel bien-être moral et intellectuel m'apporte mon travail? Parce que par ailleurs, j'ai déjà les étages de base de la pyramide de Maslow qui sont satisfaits. Et donc, cette notion de bien-être que doit apporter le travail, elle vient aussi, dans ce que j'entends, du fait que nos autres besoins sont déjà satisfaits en France, alors que c'est moins le cas en Afrique, où on a des pays qui sont encore en voie de développement. Ouais, tout à fait. Même s'il y a une accélération en même temps de la classe moyenne, et donc du coup qu'on peut peut-être aussi de plus en plus voir des pathologies ou des risques en fait sur la santé mentale, avec des notions d'individualité aussi qui se font de plus en plus fortes, puisque des aspirations aussi de plus en plus fortes. Mais bon, si on reprend aussi la pyramide de Maslow, peut-être que schématiquement ou caricaturellement, on pourrait modifier aussi certains étages. C'est-à-dire que peut-être que avant peut-être même le besoin physiologique qui doit être satisfait, il y a déjà le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance en fait à la communauté, le besoin d'appartenance. Et je pense que ça, c'est déjà un élément qui est satisfait avant de peut-être trouver satisfaction physiologique. Alors, c'est peut-être un petit peu bizarre de le présenter comme ça, parce qu'effectivement, on doit pouvoir manger, avoir un logement, etc. Maintenant, ce sont peut-être aussi des questions. Si on n'a pas son propre logement, on a le logement de la communauté ou d'un parent, d'un frère. C'est quelque chose qui
qui est moins rigide en fait. Pareil pour l'alimentation. Je veux dire, il n'y a pas de notion d'indemnité de chômage ou de choses comme ça. Donc s'il n'y a pas de revenus, c'est la communauté aussi qui pourvoit aux besoins. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Je trouve ça très pertinent finalement de se poser la question pour la France de la montée de l'individualisme que plus personne ne conteste et des impacts. Et en fait, c'est ce que moi je retiendrai de ce podcast, c'est la montée de l'individualisme en France et de ses impacts sur nos attentes vis-à-vis du travail. C'est-à-dire que le travail n'est plus quelque chose qui me permet de contribuer à une communauté, parce que ça, c'est quelque part un acquis. Donc, le travail est aussi quelque chose qui doit me permettre d'accéder à un bien-être mental, puisque en France, on considère globalement que le bien-être physique est déjà très protégé depuis des années avec toute la réglementation autour des risques physiques dans l'entreprise. Et donc, effectivement, je peux avoir une attente qui est plus par rapport à moi-même, de satisfaction de moi-même et de mes besoins. Et dans ce que vous dites, c'est quelque chose, finalement, quand vous parlez de la classe moyenne en Afrique, ce que j'entends, c'est quand on a ses premiers besoins qui sont satisfaits, alors on peut avoir des attentes plus individuelles. On peut avoir des attentes plus individuelles, plus d'aspirations, et je pense que plus les attentes sont élevées, et plus il y a risque aussi de pas avoir satisfaction de ces attentes. Donc ça peut aussi avoir un impact sur la santé mentale. C'est-à-dire que moins on a d'attentes, moins finalement on prend de risques d'être insatisfait. Et je pense que pour revenir aussi sur la question du moment présent, vivre dans le moment présent, je pense en Afrique et peut-être être dans le futur. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? D'être dans la projection, donc de générer des attentes en fait supplémentaires, c'est des risques aussi finalement si ces attentes ne sont pas satisfaites. Loïc, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était une discussion qui était un peu à la fois sur le fil et en même temps qui nous emmène aussi à réexaminer notre relation au travail. Moi, je conclurai avec cette phrase et vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que finalement, si le travail est moins central dans ma vie, il y a plus de chances qu'il ne me fasse pas souffrir. Oui, je pense que c'est très juste. Merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, Magali. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.